En arrivant à la fête de fiançailles de sa belle-sœur, Irène aperçut, au doigt de cette dernière, sa propre bague en diamant antique, qui avait été volée dans sa chambre. Sa belle-mère se pencha vers elle, et lui chuchota avec jubilation à l'oreille. « Essaie donc de le prouver, petite miséreuse, maintenant elle est à nous. » Irène recula d'un pas avec calme, et sourit en silence, tout en sortant son téléphone de son sac. Sa belle-mère ne se doutait pas encore que, très exactement à cet instant, sa chute vertigineuse allait commencer. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt. Irène était rentrée du travail, et avait découvert que sa boîte à bijoux avait été forcée. La grande majorité de ses objets de valeur étaient à leur place, mais la bague, celle-là même dont elle avait hérité de sa grand-mère, avait disparu. Il s'agissait d'une bague ancienne, ornée d'un gros diamant taille marquise, et entourée d'une myriade de pierres plus petites. C'était une véritable relique familiale, que sa grand-mère lui avait transmise juste avant de mourir, en lui disant « Prends soin, ma petite. C'est la seule chose qui nous reste de notre passé. » Irène comprit immédiatement qui avait pu commettre ce vol. Ce jour-là, seule sa belle-mère, Elisabeth, s'était rendue dans leur appartement. Elle était soi-disant venue apporter une tarte et prendre des nouvelles en passant. Le mari d'Irène, Damien, était au travail. La belle-mère possédait un double des clés de leur appartement, une chose sur laquelle elle avait fortement insisté juste après le mariage, au cas où, disait-elle. Lorsqu'Irène tenta de parler de cette disparition à Damien, il balaya l'idée d'un revers de la main. « Tu l'as sûrement rangée ailleurs, toi-même. Maman ne prendrait jamais les affaires des autres. » « Damien, je sais très exactement où elle se trouvait. Et il n'y a eu personne d'autre dans l'appartement, à part ta mère. » « Arrête de calomnier ma mère, » s'emporta-t-il aussitôt. « Elle a vécu honnêtement toute sa vie, et toi, tu n'arrives tout simplement pas à accepter qu'elle prenne soin de nous. » Irène serra les lèvres. C'était peine perdue. Damien avait toujours été un fils à maman, totalement incapable de voir le vrai visage de sa mère. Dès le premier jour, Elisabeth avait pris sa belle-fille en grippe. La petite miséreuse de province, voilà comment elle appelait Irène dans son dos. Et ce, bien qu'Irène travaille comme économiste dans une grande entreprise, et gagne très bien sa vie. C'était simplement qu'elle n'avait ni parents riches, ni relations influentes, des choses que sa belle-mère valorisait par-dessus tout. Irène ne voulut pas appeler la police immédiatement, car elle comprenait que, sans la moindre preuve, cela ne ferait qu'aggraver le conflit familial. Au lieu de cela, elle commença par faire tout autre chose. Elle se rendit chez le bijoutier, chez qui sa grand-mère avait fait estimer la bague autrefois, et obtint une copie officielle du certificat. Ce document contenait une description très détaillée du bijou, y compris les caractéristiques uniques de la pierre, ainsi qu'une gravure à l'intérieur de l'anneau, les initiales de son arrière-grand-mère et la date de 1898, qui était presque invisible à l'œil nu. Ensuite, elle déposa une plainte pour vol au commissariat, en y joignant tous les documents, qui prouvaient son droit de propriété sur la bague. L'affaire avançait lentement, mais quelques jours avant les fiançailles, l'inspecteur Moreau l'informa que la piste menait tout droit à un magasin d'antiquités. C'est pourquoi, Irène savait déjà que cette soirée serait décisive. À présent, debout dans la luxueuse salle de réception du restaurant où l'on célébrait les fiançailles de sa belle-sœur, Céline, Irène regardait sa propre bague, qui scintillait effrontément sur une main étrangère. Céline, la fille cadette d'Elisabeth, avait toujours été gâtée et terriblement capricieuse. À 25 ans, elle en était déjà à son 3e fiancé, exigeant à chaque fois des cadeaux toujours plus chers, et des cérémonies toujours plus grandioses. Le fiancé actuel, Hugo, était le fils du propriétaire d'une chaîne de concessionnaires automobiles. Il était riche, mais, à en juger par son air particulièrement tendu, il comprenait déjà dans quoi il s'engageait. Toute la soirée, Céline parada devant les invités, exhibant sa bague de fiançailles. La bague d'Irène. « Regardez, comme elle est vintage », gazouillait-elle avec fierté. « Mon petit Hugo a spécialement cherché un bijou ancien. Il dit que des diamants comme ça, on n'en trouve plus de nos jours. » Hugo hochait la tête avec gêne, et Irène comprit une chose, il avait vraiment acheté cette bague, sans même savoir qu'elle était volée. Elisabeth, de toute évidence, l'avait vendue par l'intermédiaire d'un tiers,
puis s'était arrangé pour qu'elle atterrisse, comme par hasard, chez le bijoutier où Hugo l'avait finalement acquise. Une machination tout à fait élégante. Lorsqu'Elisabeth s'approcha d'Irène, une coupe de champagne à la main et un sourire narquois aux lèvres, cette dernière avait déjà tout compris. « Alors, ma chère belle-fille » siffla la belle-mère, en se penchant discrètement pour que personne d'autre n'entende. « Elle te plaît, la bague au doigt de ma fille ? Elle lui va à ravir, n'est-ce pas ? Bien mieux qu'elle ne t'allait. De toute façon, tu n'as jamais supporté de vrais bijoux. Essaie donc de le prouver, petite miséreuse. Maintenant, elle est à nous. » Des lueurs de triomphe malveillant dansaient dans ses yeux. Elle était certaine de son impunité. Après tout, Céline possédait maintenant des documents officiels de la bijouterie, confirmant l'achat en bonne et due forme. Et Irène, elle, qu'avait-elle donc ? Irène recula d'un pas en silence, sans quitter le visage de sa belle-mère des yeux, puis, elle sortit son téléphone de son sac à main, et sourit avec le plus grand calme. Ses doigts glissèrent avec assurance sur l'écran tactile. Elisabeth fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qui se passait. Irène continuait de sourire, tout en composant un numéro. Elle lança l'appel, et porta le téléphone à son oreille. « Allô, inspecteur Moreau ? C'est Irène. Oui, celle qui a déposé une plainte pour vol, il y a 3 semaines. J'ai retrouvé ma bague. Oui, exactement celle dont la description complète figure sur le certificat. Elle se trouve en ce moment au doigt d'une autre personne, qui, très probablement, l'a achetée sans savoir qu'elle était volée. Pouvez-vous venir ? L'adresse, restaurant L'Impérial. Salle de réception au 1er étage. Oui, je vous attends. Merci beaucoup. Elle raccrocha l'appareil, et plongea son regard dans celui de sa belle-mère. Le visage d'Elisabeth, d'abord triomphant, était soudainement devenu livide. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai appelé l'inspecteur, qui est en charge de mon affaire de vol, répondit calmement Irène. Voyez-vous, Elisabeth, je ne suis pas une miséreuse aussi stupide que vous le pensez. Lorsque la bague a disparu, j'ai porté plainte à la police. J'ai en ma possession tous les documents, qui prouvent que cette bague a appartenu à ma grand-mère, puis à moi-même, y compris le certificat d'évaluation, les photos, et le testament familial. De plus, il y a une gravure unique à l'intérieur de l'anneau, qu'on peut vérifier à l'instant même. La belle-mère blêmit encore davantage, tremblant de colère. Tu n'oserais pas faire un scandale aux fiançailles de ma fille. Je n'ai pas l'intention de faire un scandale, dit Irène, en haussant légèrement les épaules. C'est vous, ou la police, qui allez le faire. Quand ils arriveront, et demanderont à Céline d'enlever la bague pour une vérification. Quand ils découvriront la gravure secrète. Quand ils commenceront à chercher d'où Hugo tient cette bague, et qu'ils découvriront que vous l'avez volée dans ma chambre, pour la vendre par l'intermédiaire d'un prête-nom. Elisabeth s'agrippa désespérément au dossier d'une chaise. Son visage se crispa, dans un mélange saisissant de fureur et de terreur. Tu as tout manigancé ? Non, objecta calmement Irène. C'est vous qui avez tout manigancé. Il s'avère juste que je n'ai pas été assez bête pour vous laisser faire. Vous savez, Elisabeth, vous m'avez lourdement sous-estimée. Vous pensiez que je me tairais ? Par peur d'un conflit familial. Vous pensiez que Damien prendrait votre parti, comme il le fait toujours. Vous pensiez que je ne pourrais jamais prouver le vol, mais vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Dans la salle, des murmures inquiets commençaient déjà à se propager. Les invités remarquaient la scène particulièrement tendue, entre la belle-fille et la belle-mère. Céline, qui se tenait au milieu de ses amis, regardait dans leur direction avec une totale incompréhension. « Maman, qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle à travers la pièce. Damien s'approcha également, le visage sombre, et visiblement sur ses gardes. « Irène, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi gâches-tu la fête de ma sœur ? » Irène regarda son mari avec intensité. Dans ses yeux, on pouvait lire cette promptitude habituelle à défendre sa mère, sans même chercher à comprendre la réalité de la situation. « Je ne gâche pas la fête, Damien.
Je viens simplement récupérer mon bien qui a été volé. Mais de quoi parles-tu? De la bague au doigt de ta sœur, articula clairement Irène, en élevant la voix de sorte que tous les invités puissent l'entendre. C'est ma bague. Celle-là même qui a disparu de notre chambre, il y a 3 semaines. Celle-là même pour laquelle tu as refusé de me croire, quand je t'ai dit qu'elle avait été volée. 8 minutes passèrent. Irène vit Elisabeth chuchoter quelque chose à l'oreille de Céline. Ensuite, toutes deux regardèrent dans sa direction, avec un sourire en coin. Céline leva sa main avec ostentation, la tournant habilement, de manière à ce que les diamants brillent plus fort sous les lustres. 9 minutes. Les serveurs distribuaient les amuse-bouches. L'un des invités, un oncle du côté d'Hugo, racontait une blague interminable. Un éclat de rire parcourut la salle. 10 minutes. Les portes du restaurant s'ouvrirent à la volée. 3 hommes entrèrent dans la salle. L'inspecteur Moreau, un homme d'une 40aine d'années, accompagné de 2 policiers en uniforme. Les rires s'éteignirent instantanément. La musique continua de jouer pendant quelques secondes encore, avant de s'arrêter, elle aussi, brusquement. Que se passe-t-il? Hugo fut le premier à briser le silence. C'est une sorte de surprise? Police, se présenta brièvement Moreau, en sortant sa plaque de son blouson. Service des enquêtes. Nous cherchons Madame Elisabeth Dubois. Toutes les têtes se tournèrent vers la belle-mère. Le visage d'Elisabeth devint blanc comme un linge, mais elle reprit rapidement contenance. C'est une erreur, sa voix tremblait, mais elle tentait de garder un ton hautain et méprisant. Je ne comprends pas ce que vous vous permettez. C'est un événement strictement privé. Aucune erreur. Moreau fit un pas en avant, d'un pas lourd. Il y a 3 semaines, une plainte pour vol a été déposée. Une bague en diamant, une antiquité, avec une gravure tout à fait unique. Nous avons mené l'enquête. Quelle bague? Elisabeth essaya de feindre l'incompréhension, mais ses mains la trahirent, en se mettant à trembler de manière incontrôlable. Je ne connais aucune bague. Moreau se tourna alors vers Céline. Mademoiselle, veuillez me montrer votre bague de fiançailles, s'il vous plaît. Céline pressa instinctivement sa main contre sa poitrine. C'est ma bague. C'est Hugo qui me l'a offerte. Je l'ai achetée chez l'antiquaire L'Héritage, intervint rapidement Hugo, de plus en plus anxieux. J'ai tous les documents officiels. Le reçu, la garantie. Nous le savons très bien, acquiesça Moreau. Vous l'avez achetée au bijoutier Simon Delacroix. Ce dernier l'avait acquise auprès d'une certaine Lucette Garnier, et Lucette Garnier la tenait directement de Madame Elisabeth Dubois. Nous avons les enregistrements téléphoniques, ainsi que les témoignages qui le prouvent. C'est un mensonge absolu, hurla Elisabeth. Cette Lucette ment. Je ne lui ai jamais rien donné. Maman, la voix de Céline vacilla, au bord des larmes. Maman, qu'est-ce qu'il raconte? Irène s'avança lentement vers eux. Tous les regards, sans exception, se tournèrent vers elle. C'est ma bague, dit-elle d'une voix douce. Elle appartenait à ma grand-mère. Il y a 3 semaines, Elisabeth est venue chez nous, et elle l'a volée. Tu mens comme une arracheuse de dents. Elisabeth fit un pas agressif vers elle, mais un policier lui barra immédiatement la route. Après son départ, la bague a disparu de ma boîte à bijoux, dans la chambre, continua Irène, imperturbable. Non, murmura Céline, secouant la tête. Non, maman, dis-leur que ce n'est pas toi. Elisabeth resta silencieuse. Son visage s'était transformé en un masque indéchiffrable, pâle et figé. De plus, Irène tendit un dossier plastifié à Moreau. J'ai le certificat d'évaluation de la bague, avec une description très détaillée de la fameuse gravure. À l'intérieur, il est gravé, MER 1898. Marie-Élise Rousseau, mon arrière-grand-mère. Moreau prit le dossier, feuilleta les documents d'un œil expert, et fit un signe de tête conclusif. Céline, nous devons saisir cette bague pour expertise judiciaire. Mais elle est à moi. Céline regarda Hugo,
complètement désemparée et prise de panique. Les larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage si soigneusement appliqué. « Hugo, dis-leur quelque chose. » Hugo se tenait là, blême, les poings fermement serrés le long du corps. « Si elle est volée, prononça-t-il lentement, détachant chaque syllabe, alors il faut la rendre à sa véritable propriétaire. « Hugo. » Mais il détourna purement et simplement le regard. « Pourquoi, murmura-t-elle, dévastée. Pourquoi as-tu fait ça ?» Elisabeth restait obstinément muette. « Madame Elisabeth Dubois, » annonça Moreau d'un ton on ne peut plus officiel. « Vous êtes en état d'arrestation, au motif de suspicion de vol. Vous avez le droit de garder le silence. » La suite de ces paroles légales fut noyée dans le brouhaha général. Les invités se mirent tous à parler en même temps. Certains poussaient des exclamations de surprise, d'autres commentaient la scène avec une vive indignation. La famille d'Hugo s'était regroupée en cercle, discutant âprement de la situation. Damien se tenait là, comme frappé par la foudre, incapable de bouger. Irène, réussit-il enfin à articuler, la voix brisée. Irène, Pourquoi ne t'ai-je pas cru ? Irène le regarda profondément. Cet homme était son mari. Elle avait partagé son lit, lui avait préparé des dîners chauds, avait fait de nombreux projets d'avenir avec lui. Mais quand le moment fatidique de choisir était venu, il avait choisi sa mère, sans même essayer d'écouter sa propre femme. Les policiers firent sortir Elisabeth de la salle de réception. Elle marchait la tête haute, défiant le monde, mais Irène pouvait voir que ses jambes flageolaient sous le choc. La lourde porte du restaurant se referma derrière les policiers, qui emmenaient Elisabeth. La toute dernière chose qu'Irène vit, ce fut le visage de sa belle-mère, blanchi par la fureur, qui se retourna vers elle, et siffla entre ses dents. « Tu vas payer pour ça. » Mais la menace sonnait terriblement creux, et presque pitoyable. L'effondrement de la toute-puissante matriarche, qui avait tenu toute la famille d'une main de fer pendant des années, était devenu bien trop évident pour tout le monde. La salle fut plongée dans un silence lourd et pesant. Les invités restaient figés, leur coupe de champagne à la main, ne sachant plus du tout s'ils devaient partir ou rester. Certains toussaient d'un air gêné, d'autres passaient nerveusement d'un pied sur l'autre. L'ambiance festive s'était évaporée en un instant, comme si elle n'avait jamais existé. Céline se tenait seule au milieu de la pièce, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Son mascara avait coulé sur ses joues entraînées noires. Ses boucles, soigneusement laquées par le coiffeur, étaient maintenant décoiffées. Elle fixait sa main gauche avec horreur, ce doigt dont la police venait tout juste de retirer la bague, en tant que pièce à conviction majeure. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, en levant des yeux rougis vers Irène. « Je le jure sur ma vie, je ne savais pas qu'elle était volée. »« Tu ne le savais pas ?» La voix d'Irène était parfaitement posée, sans la moindre once d'émotion. « Tu n'as vraiment pas reconnu la bague, que je t'avais montrée à l'anniversaire de Damien, il y a un an ? Celle-là même que tu avais examinée sous toutes les coutures, en me disant à quel point elle était magnifique ? » Céline ouvrit la bouche pour protester, mais ne trouva absolument rien à répondre. Son regard fuyait à travers la salle, cherchant désespérément du soutien. Hugo s'écarta d'elle, reculant encore d'un pas. Son visage était fermé, dur comme du marbre. « Je pensais savoir dans quelle famille j'entrais, » déclara-t-il avec une lenteur glaciale, le regard fixé quelque part au-dessus de la tête de sa fiancée. « Mais le vol, c'est vraiment aller beaucoup trop loin. »« Hugo, mon amour, je t'en prie. » Céline tendit les bras vers lui en suppliant. « C'est la faute de maman. Je n'y suis pour rien dans tout ça. » Il pivota sur ses talons, et se dirigea d'un pas ferme vers la sortie. Céline s'élança à sa suite en pleurant, mais il leva la main, l'arrêtant d'un geste sec et définitif. « Non. J'ai besoin de temps pour réfléchir. À nous, au mariage, à tout ça. » La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd, qui résonna dans le silence. Dans la salle, quelqu'un octa de stupeur. Le mouvement commença enfin. Les invités rassemblaient précipitamment leurs affaires, bredouillant des excuses et des adieux particulièrement maladroits.
Personne, absolument personne, ne voulait s'éterniser sur les ruines fumantes de cette fête. Irène se tenait calmement contre le mur, observant la scène se dérouler. Au fond d'elle, bouillonnait un étrange mélange de triomphe éclatant et d'amertume profonde. La justice avait prévalu. Mais à quel prix? Elle posa les yeux sur Damien. Son mari était assis à une table abandonnée, la tête lourdement enfouie dans ses mains. Ses épaules tressautaient de manière irrégulière. Irène n'arrivait pas à savoir s'il pleurait à chaudes larmes, ou s'il tentait simplement de se remettre du choc terrible qu'il venait de subir. Les tout derniers invités quittèrent la salle, fuyant la gêne. Il ne restait plus que trois, Irène, Damien, et Céline, en pleurs, qui s'était effondrée de tout son long sur une chaise, le visage caché dans une serviette en tissu. Irène s'approcha lentement de son mari, s'assit à ses côtés, mais ne fit aucun geste pour le toucher. Damien, l'appelait-elle doucement. Il releva lentement la tête. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage profondément tiré. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, en l'espace d'une seule soirée. « Ma mère est une voleuse », lâcha-t-il difficilement, comme si les mots lui écorchaient la gorge. « Je n'arrive pas à y croire. Je ne veux pas y croire. »« Tu me crois, maintenant ?» lui rappela Irène, implacable. « Je te crois. » Il passa longuement ses mains sur son visage fatigué. « Mon Dieu, je ne veux pas y croire. » Elle a pris ta bague. Elle l'a prise avec un tel calme, l'a examinée, et l'a glissée dans son sac, comme si c'était la chose la plus banale au monde. « Il y a 3 semaines, je t'ai dit que la bague avait été volée. Tu ne m'as pas cru. » Damien sursauta violemment, comme si elle venait de le frapper en plein visage. « Je sais. Seigneur, Irène, je t'ai traitée de menteuse. J'ai dit devant toi que tu calomniais ma mère, que tu avais tout simplement perdu la bague par négligence, et que tu essayais de rejeter la faute sur elle. Tu m'as traité de paranoïaque, ajouta Irène, et pour la première fois de la soirée, de l'émotion perça dans sa voix. Une douleur sourde et ancienne. Tu as dit que j'essayais de te fâcher avec ta propre famille, que j'avais toujours été injustement contre ta mère. Pardonne-moi, murmura Damien, la voix brisée. Pardonne-moi, je t'en supplie. J'étais aveugle. Maman a toujours. Elle a toujours été si forte, si intègre à mes yeux. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle soit capable d'une chose pareille. Elle n'a pas seulement volé la bague, Damien. Elle m'a traitée de miséreuse, elle a jubilé devant moi, affirmant que je ne pourrais jamais rien prouver face à elle. Damien serra les poings sur la nappe de la table. J'ai entendu. Tout le monde a entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Irène. Elle regardait son mari, essayant de comprendre s'il restait, dans les ruines de leur mariage, la moindre fondation solide sur laquelle il pourrait reconstruire quelque chose. Je ne sais pas, répondit-il avec une douloureuse franchise. Je ne sais pas, Irène. Mon monde entier vient tout juste de basculer. La femme que je considérais comme un modèle absolu de vertu, s'est révélée être une vulgaire voleuse. La femme que j'ai accusée de mensonge, avait parfaitement raison. Et moi? Moi, j'ai été un idiot aveugle, qui a trahi la personne qui lui est la plus chère au monde. Céline releva son visage bouffi par les larmes. Qu'est-ce qui va arriver à maman, maintenant? Sanglota-t-elle bruyamment. Ils l'ont arrêtée devant tout le monde, comme une criminelle. Hugo m'a quittée. Le mariage est annulé, tout s'est effondré. Tu ne penses toujours qu'à toi-même, demanda Damien, d'un ton las et désabusé. Céline, maman a volé la bague d'Irène, une relique familiale sacrée, et elle l'a vendue pour de l'argent. Le silence retomba dans la pièce, tel un lourd rideau de théâtre. Céline éclata de nouveau en sanglots bruyants, enfouissant son visage dans sa serviette froissée. Le téléphone d'Irène vibra dans son sac. C'était un message de l'inspecteur Moreau. Madame Dubois a fait des aveux complets. La bague vous sera restituée en main propre, une fois les procédures judiciaires terminées. Merci pour votre précieuse coopération. Irène rangea son téléphone, et contempla un long moment la famille brisée autour d'elle. Elle avait obtenu justice,
elle avait récupéré sa bague, et elle avait prouvé à tous qu'elle disait la vérité. Mais pourquoi ressentait-elle un tel vide, béant, à l'intérieur d'elle-même? Je dois y aller, annonça-t-elle, en se levant lentement de sa chaise. Damien bondit à sa suite, paniqué. Irène, attends, où vas-tu? Chez mes parents. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, et pour savoir s'il est encore possible d'envisager quoi que ce soit, après tout ce désastre. Je viens avec toi. Non. Irène l'arrêta, avec douceur mais une fermeté absolue. Ce n'est pas la peine, Damien. Toi aussi, tu as grand besoin de temps. Pour faire le point avec toi-même, pour comprendre qui tu es réellement, es-tu le mari qui protège sa femme, ou le fils qui croira toujours sa mère, quoi qu'elle fasse? Je te choisis, toi, dit-il précipitamment, la voix tremblante. Irène, c'est toi que je choisis, sans hésiter. Tu dis ça maintenant, sous le coup de l'émotion et du choc. Mais qu'en sera-t-il demain, ou dans une semaine, quand le premier choc sera définitivement passé? Ne commenceras-tu pas à plaindre ta mère, à me reprocher secrètement de l'avoir dénoncée à la police? Damien ouvrit la bouche pour protester, mais Irène leva la main pour le faire taire. Ce ne sont pas des mots dont j'ai besoin, ce sont des actes concrets, des preuves. L'avenir seul dira si tu en es capable. Elle prit son sac de soirée, et se dirigea d'un pas régulier vers la sortie. Près de la grande porte, elle se retourna une dernière fois. Au fait, Damien, ce n'est pas moi qui t'ai fâché avec ta famille. C'est ta mère qui s'en est chargée toute seule, lorsqu'elle a décidé de me voler ma bague dans notre propre maison. Ne l'oublie jamais. L'air froid et piquant du soir lui fouetta le visage. Lorsqu'Irène sortit du restaurant, elle s'arrêta sur le perron, et prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons. La justice avait prévalu, mais le prix à payer s'était avéré exorbitant. Une famille détruite, des fiançailles rompues avec fracas, une belle-mère arrêtée, et un mariage qui ne tenait plus qu'à un fil très fin. Irène sortit son téléphone, et composa le numéro de sa mère. Maman, c'est moi. Est-ce que je peux venir? J'ai vraiment besoin d'être à la maison. Oui. Tout est terminé, ils vont me rendre la bague. Non, je ne sais pas du tout ce qui se passera ensuite. S'il te plaît. Viens juste m'accueillir à la porte. Elle descendit lentement les marches de marbre, et se dirigea vers sa voiture garée plus loin, sans même un regard en arrière vers le restaurant illuminé, où gisaient les débris fumants de ce qu'on appelait autrefois une famille. Irène était assise dans la cuisine chaleureuse de la maison de ses parents, les deux mains serrées autour d'une grande tasse de thé chaud. Dehors, la nuit tombait lentement. Une soirée précoce d'hiver s'abattait sur la ville, enveloppant les rues de grisaille. Elle était revenue ici 3 jours plus tôt, après ses fiançailles catastrophiques, et elle n'arrivait toujours pas à assimiler pleinement tout ce qui s'était passé. La bague reposait dans un magnifique écrin de velours, sur la table de la cuisine, juste devant elle. Pour l'instant, elle demeurait une pièce à conviction officielle, mais après l'expertise de la police, on avait autorisé Irène à la voir, et à signer des documents pour en obtenir la garde temporaire. Ma chérie, mange au moins quelque chose, sa mère posa doucement une assiette de soupe fumante devant elle. Tu es complètement épuisée, ça se voit. Merci, maman. Irène tenta de sourire, mais ce fut un faible effort, qui n'atteignit pas ses yeux. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et de vibrer, sous l'avalanche ininterrompue de messages. Damien appelait toutes les demi-heures, sans relâche. Sa mère, elle aussi, tentait de la joindre depuis des numéros inconnus, après qu'Irène eut définitivement bloqué son contact personnel. Céline envoyait des messages vocaux hystériques, accusant Irène d'avoir ruiné sa vie entière. Mais l'appel le plus inattendu, ce fut incontestablement celui d'Hugo. Irène. Sa voix semblait lourde et fatiguée. Je sais pertinemment que je n'ai pas le droit de vous déranger, mais il faut que je vous parle en personne. C'est très important. Ils se retrouvèrent dans un petit café de quartier, non loin de chez les parents d'Irène. Hugo avait l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs nuits d'affilée. Il avait des cernes sombres sous les yeux, il était mal rasé, et portait une chemise froissée. Merci d'avoir accepté de venir.
Il faisait tourner nerveusement sa tasse de café entre ses mains. Je comprends parfaitement qu'après tout ce cauchemar, vous n'ayez guère envie d'avoir affaire à quiconque mêlé à cette sombre histoire. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, dit Irène, en se passant une main lasse sur le visage. Vous avez, vous aussi, été une victime dans cette affaire. Une victime de mon propre aveuglement, sourit amèrement Hugo. Vous savez, je suis sortie avec Céline pendant près d'1 an, et durant tout ce temps, je n'ai vu que ce que je voulais bien voir, une fille magnifique, joyeuse, issue d'une très bonne famille. Je ne remarquais pas du tout comment elle traitait les serveurs, comment elle s'adressait aux vendeurs, ni la façon odieuse dont sa mère vous tyrannisait. Irène hocha la tête en silence. Elle se souvenait de ces rares dîners de famille, où Hugo était présent. Il avait bel et bien été aveugle, ou alors, il n'avait tout simplement pas voulu voir la laideur derrière les sourires polis. Ce soir-là, après que la police a emmené Elisabeth, Céline a montré son vrai visage, poursuivit Hugo, en regardant pensivement par la fenêtre. Elle ne s'inquiétait pas le moins du monde pour sa mère. Elle était furieuse uniquement parce que les fiançailles avaient été gâchées, et parce que j'avais vu sa famille sous un tel jour. Je regrette profondément de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Hugo finit par la regarder droit dans les yeux. Irène, je ne suis pas seulement venu pour m'excuser de tout cela. Je veux surtout vous prévenir. Elisabeth a été libérée, sous contrôle judiciaire. Son avocat travaille déjà d'arrache-pied pour présenter toute cette affaire comme un simple malentendu familial. Elisabeth n'est pas du genre à abandonner si facilement. Elle essaie de faire pression sur Damien, pour qu'il vous convainque, par tous les moyens, de retirer votre plainte. Irène eut un petit rire amer. Bien sûr, Elisabeth craignait moins la sanction pénale en elle-même, que l'humiliation publique qui l'accompagnait. Un procès, une exposition médiatique, un casier judiciaire pour vol. Tout cela détruirait à jamais l'image de la famille respectable, qu'elle avait si soigneusement bâtie au fil des décennies. Je ne retirerai pas ma plainte, affirma fermement Irène. Et ce, même si cela doit me coûter mon mariage. Hugo hocha la tête, comme s'il s'attendait précisément à cette réponse. Il y a autre chose. Il sortit son téléphone de sa poche, et le lui tendit par-dessus la table. Ce soir-là, pendant que tout le monde était sous le choc de l'arrestation, j'ai enregistré une conversation entre Céline et sa mère. Elles ne m'ont pas remarqué. Je pense que cela pourrait vous être très utile. Irène appuya sur le bouton lecture. Dans l'enregistrement, on distinguait très clairement la voix paniquée de Céline. « Maman, comment as-tu pu être aussi imprudente ? Nous avions pourtant convenu qu'Irène ne devait jamais la voir. » Puis, la voix d'Elisabeth, méchante, froide et tranchante. « Tais-toi. Comment pouvais-je savoir que cette garce s'avérerait moins idiote que je ne le pensais ? Mais maintenant, tout est fichu. Hugo est parti. La police est là. La police ne prouvera rien du tout. J'ai des relations. Nous dirons simplement que c'est Hugo qui a acheté cette bague, et c'est tout. Où, à qui, et pourquoi, cela n'a aucune importance pour eux. Damien prendra mon parti, comme toujours. » L'enregistrement s'arrêta brusquement. Irène resta assise sur sa chaise, incapable de faire le moindre mouvement. Ainsi, Céline était au courant du vol depuis le tout début. Elles avaient planifié cela ensemble, de concert, convaincue qu'Irène ravalerait son ressentiment et garderait le silence, tout comme elle avait eu, toutes ces années, les petites humiliations quotidiennes, les remarques acerbes, et l'appropriation répétée de ses affaires. « Merci. » Elle rendit le téléphone à Hugo, les mains légèrement tremblantes. « S'il vous plaît, envoyez-moi cet enregistrement. Et à l'inspecteur, aussi, c'est crucial. » C'est déjà fait pour l'inspecteur. Hugo rangea son téléphone, avec un léger reniflement. Je vous l'envoie tout de suite. Irène, je sais que ce ne sont absolument pas mes affaires, mais qu'allez-vous faire avec Damien ? Je veux dire. Irène regarda longuement par la fenêtre du café. Il commençait à neiger dehors. De légers flocons floconneux tombaient du ciel gris, et fondaient immédiatement en touchant l'asphalte humide. Je ne sais pas, avoua-t-elle très franchement.
Il y a 3 ans, j'ai épousé un homme que j'aimais de tout mon cœur. Je croyais que nous formions une véritable famille, et qu'il serait toujours à mes côtés. Mais chaque fois que sa mère m'humiliait publiquement, il me demandait d'être patiente, de ne pas faire de scène, de me mettre à sa place. Il ne m'a jamais défendue. Jamais, ne serait-ce qu'une fois. Il vous appelle constamment, il vous écrit qu'il vous aime, que vous allez tout arranger, et que sa mère a simplement commis une erreur sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion ? Hugo fronça les sourcils, dubitatif. Pourtant, d'après l'enregistrement, il est on ne peut plus clair qu'il s'agissait d'un plan prémédité. J'achète la bague à un complice, et personne ne se doutera de rien. Bref, je vous souhaite bonne chance, Irène. Vous êtes une femme forte, bien plus forte que je ne le pensais au premier abord, et vous méritez amplement quelqu'un qui vous appréciera à votre juste valeur. Quand Irène rentra à la maison, sa mère l'accueillit dans le couloir, le visage soucieux et les sourcils froncés. « Ma chérie, Damien est passé ici. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais il a laissé une lettre pour toi. » Irène prit l'enveloppe épaisse. C'était l'écriture de son mari, ample et désordonnée. Elle se dirigea vers son ancienne chambre de jeune fille, ferma la porte derrière elle, et ce n'est qu'à cet instant de solitude qu'elle ouvrit l'enveloppe. « Irène, je t'en supplie, rentre à la maison. Il faut absolument qu'on parle. Je sais que maman a mal agi, mais elle a déjà été punie pour ça. Toute cette situation honteuse avec la police, le déshonneur public devant les invités. N'est-ce pas suffisant? Pourquoi aller jusqu'au procès? Nous sommes une famille, après tout. Une famille doit régler ses problèmes en interne, et ne pas laver son linge sale en public. Maman est prête à te présenter ses excuses. Céline aussi. Oublions ce cauchemar, je t'en prie, et reprenons tout à zéro, comme avant. Je t'aime, Damien. » Irène replia lentement la lettre, et la posa sur le bureau de bois. Pas un seul mot pour dire qu'il la croyait enfin. Pas un mot sur le fait que sa mère avait commis un véritable crime. Juste une énième supplique pour oublier, pour pardonner l'impardonnable, pour ne pas exposer leurs problèmes à la vue de tous. Elle sortit son téléphone, et ouvrit sa conversation avec Damien. Elle fixa longuement l'écran lumineux, rassemblant ses pensées éparses. Sa mère entra dans la pièce avec une tasse de tisane à la camomille, la posa délicatement sur la table de chevet, et s'assit sur le bord du lit. « Ma fille, tu n'as rien mangé depuis 2 jours entiers, bois au moins un peu de tisane chaude. » Irène posa son téléphone, et prit la tasse entre ses mains. La chaleur lui brûla légèrement les paumes, mais c'était une sensation agréable, quelque chose de réel et de réconfortant au milieu de tout ce chaos émotionnel. « Il t'écrit encore ?» demanda doucement sa mère, le regard inquiet. « Oui, il me demande de revenir, il dit qu'on ne peut pas détruire toute une famille pour une simple bague. » La mère secoua la tête, et une lueur de dureté, tout à fait inhabituelle chez elle, traversa son regard. D'ordinaire si douce et conciliante, elle s'efforçait de ne jamais se mêler des affaires de sa fille, mais là, elle ne pouvait plus se taire. « Ma petite Irène, j'ai toujours essayé de ne pas m'immiscer dans ta vie de couple. Tu es une adulte, tu sais comment mener ta barque. Mais aujourd'hui, je vais te le dire clairement, ce n'est pas du tout une question de bague. Le vrai problème, c'est qu'il a choisi son camp, et qu'il n'a pas choisi le tien. » Irène hocha la tête. Elle le savait déjà, elle ne voulait simplement pas l'admettre à voix haute, pour ne pas rendre la chose réelle. Tant qu'on ne prononce pas les mots, il reste toujours un infime espoir, même illusoire, que les choses puissent être réparées. « Quand ta grand-mère m'a transmis cette bague, juste avant ton mariage, poursuivit sa mère avec émotion, elle m'a dit, une famille ne tient pas grâce à l'or ou au diamant. Elle tient grâce au respect mutuel. Si un mari ne te respecte pas assez pour au moins t'écouter, te croire, et te défendre contre les autres, alors sur quoi repose réellement votre mariage ? » Les mots sages de sa mère pesèrent lourdement sur son cœur, mais ils portaient une vérité implacable, dont il était impossible de se détourner. Le téléphone vibra de nouveau sur le lit. Un appel, cette fois. Damien. Irène regarda le nom qui s'affichait à l'écran, et rejeta l'appel d'un geste. Ce n'était pas encore le moment.
Elle devait d'abord faire le point avec elle-même, pour comprendre ce qu'elle voulait exactement lui dire. Maman, tu te souviens de la toute première fois que je vous l'ai présenté? La mère sourit avec nostalgie, mais son sourire était teinté d'une grande tristesse. Je m'en souviens très bien, tu rayonnais littéralement de bonheur. Il était si poli, si attentionné avec toi. Ton père a même dit, plus tard, quand il est parti, c'est un bon garçon, mais il est beaucoup trop attaché à sa mère. Papa a toujours été d'une grande perspicacité. Il l'a senti tout de suite, lui. Mais nous espérions de tout cœur qu'avec les années, Damien grandirait, et qu'il apprendrait à faire la part des choses entre sa mère et sa femme. Cela arrive, parfois, chez certains hommes. Cela arrive, répéta Irène en écho. Mais pas dans notre cas. Elle but une gorgée de tisane. La camomille l'apaisait doucement, et lui redonnait la capacité de penser avec une lucidité froide. Le lendemain matin, l'inspecteur Moreau l'appela. Sa voix était très officielle, professionnelle, mais on y décelait une petite notée de satisfaction personnelle. Madame, la première audience préliminaire a été fixée à la semaine prochaine. Vous allez recevoir très bientôt une convocation officielle, en tant que victime. Préparez-vous à donner votre témoignage à la barre. Très bien. Merci beaucoup de me tenir au courant. C'est mon travail, madame. À ce propos, je suis dans la police depuis de très nombreuses années, et j'ai vu beaucoup de sombres histoires de famille. Vous avez pris la bonne décision en parlant. Si vous aviez gardé le silence pour préserver la paix, ils auraient continué de plus belle. Après cette conversation, Irène resta très longtemps assise sur le canapé du salon chez ses parents, le regard perdu vers la fenêtre. Derrière la vitre, une fine pluie d'automne tombait sans discontinuer. Le ciel gris pesait lourdement sur les toits, et le monde entier semblait terne, délavé de toutes ses couleurs vives. Son père rentra du travail, retira sa veste détrempée par l'averse, aperçut sa fille dans le salon, et vint s'asseoir près d'elle. Des nouvelles de l'affaire? Le procès aura lieu la semaine prochaine. Son père hocha la tête d'un air grave, et se frotta pensivement l'arête du nez. Il avait toujours été un homme de très peu de mots, mais Irène savait que s'il s'exprimait sur un sujet, ses paroles seraient pesées, justes et définitives. Ma fille, je comprends parfaitement que ce soit très dur pour toi en ce moment, mais tu dois aller jusqu'au bout de cette épreuve. Non pas par esprit de basse vengeance, mais pour toi-même, pour ta dignité, pour ne pas regretter plus tard d'avoir lâchement gardé le silence. Je sais, papa. Et concernant Damien, il a fait son propre choix. Tu n'es absolument pas obligé de te plier au choix des autres, même s'il s'agit de ton propre mari. Tu as le droit inaliénable de prendre tes propres décisions. Irène appuya sa tête fatiguée sur l'épaule de son père, exactement comme lorsqu'elle était enfant, quand le monde lui paraissait trop vaste et effrayant. Je l'aimais, papa. Je l'aimais vraiment. Je le sais, mon soleil. Mais l'amour, ce ne sont pas seulement de jolis sentiments, ce sont aussi et surtout des actes au quotidien. Et ces actes, à lui, parlent d'eux-mêmes. Le soir venu, lorsque ses parents furent couchés et que la maison fut plongée dans le silence, Irène ouvrit enfin la conversation avec Damien sur son téléphone, et commença à taper une réponse à sa lettre. Ses doigts tremblaient légèrement sur le clavier, les mots lui venaient avec une grande difficulté, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle devait le faire. Damien, j'ai bien reçu ton enveloppe aujourd'hui. Je comprends que tu souffres de la situation, mais c'est tout aussi difficile pour moi. Il y a 3 semaines, on m'a volé une bague dans notre propre chambre. Ce n'était pas un simple bijou remplaçable. C'était le précieux souvenir de ma grand-mère. La seule et unique chose qu'il me restait d'elle. Je suis venue te trouver, en larmes, et tu ne m'as pas cru. Tu m'as dit, en me regardant dans les yeux, que j'inventais tout, que je voulais simplement salir la réputation de ta mère. Tu as pris son parti immédiatement, sans même essayer de comprendre ou de chercher la bague. Aux fiançailles de Céline, j'ai vu la bague au doigt de ta sœur. Ta mère l'avait volée, et s'était arrangée pour que Céline la reçoive en cadeau. Tu m'écris qu'on ne détruit pas une famille pour une simple bague. Mais il ne s'agit pas du tout de la bague. Il s'agit du fait que tu n'as pas pris ma défense,
quand j'en avais le plus besoin. Tu ne m'as pas cru. Tu ne me respectes pas en tant que femme. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. S'il te plaît, ne m'appelle pas, et ne viens pas me voir chez mes parents. Quand je serai prête à te parler, je te contacterai moi-même. Elle relut le message 3 fois de suite, le cœur battant, avant d'appuyer sur envoyer. Dès que le texte fut parti, elle se sentit un tout petit peu plus légère. La situation n'était pas plus simple, mais le poids étouffant du silence s'était enfin envolé. Le téléphone reprit vie presque aussitôt dans ses mains. Damien l'appelait. Irène regarda l'écran clignoter, posa l'appareil à côté d'elle, et ne répondit pas. L'appel cessa au bout d'un moment. 1 minute plus tard, un autre commença. Puis encore un autre. Et enfin, un message désespéré apparut. Irène, je t'en supplie, parlons-nous. On ne peut pas régler les choses par texto comme des adolescents. J'arrive chez tes parents, on va discuter de tout. Elle ne répondit pas, coupa le son de l'appareil, et retourna le téléphone, face contre la table de nuit. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange torpeur. Irène aidait sa mère aux tâches de la maison, se promenait longuement dans le parc pour prendre l'air, essayait de lire des romans, mais ses pensées revenaient sans cesse, inlassablement, à la même question, que va-t-il se passer maintenant? La convocation au tribunal arriva par la poste le 5e jour. Une enveloppe officielle, frappée du sceau de la République, des formules administratives froides, une date précise, une heure, une adresse. La réalité du procès cessait d'être une idée abstraite effrayante, pour prendre des contours bien définis et inévitables. Le jour de l'audience préliminaire, Irène revêtit un tailleur bleu marine très sobre, noua ses cheveux en un chignon bas et strict, et se présenta au bâtiment du tribunal une demi-heure avant l'heure fixée. Ses parents voulaient absolument l'accompagner pour la soutenir, mais elle leur avait demandé de rester à la maison. C'était son combat, et elle devait le mener seule, jusqu'au bout. Dans les couloirs du tribunal, il y avait de la foule et un brouhaha incessant. Des avocats en robe noire discutaient à voix basse de leur dossier. Des témoins, l'air nerveux, fumaient près de l'entrée, bravant l'interdiction affichée. Irène trouva le bon bureau après avoir cherché sur les panneaux, et s'assit sur un banc en bois contre le mur, serrant très fort son sac à main sur ses genoux. Irène. Elle releva la tête au son de cette voix familière, et se figea. Devant elle se tenait Damien. Le visage creusé par les cernes, les yeux rougis par le manque de sommeil, le costume gris froissé. Il donnait l'impression de n'avoir pas dormi depuis plusieurs nuits, hanté par la culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle à voix basse, surprise de le voir. « Je me devais de venir aujourd'hui. Maman, elle est là, à l'intérieur. » Son avocat a dit qu'aujourd'hui ce n'était que l'audience préliminaire pour fixer les charges, mais... Il se tut un instant, regardant sa femme avec un mélange de supplication silencieuse et de désespoir absolu. « Irène, je t'en prie du fond du cœur, arrêtons tout ça. Maman est prête à s'excuser publiquement, à te rendre l'argent, à faire n'importe quoi. Ne va pas jusqu'au procès pénal. Elle risque la prison, tu le sais. » Irène se leva lentement du banc. Ils se tenaient face à face, dans ce couloir austère et impersonnel, et entre eux se creusait un gouffre béant, qu'il n'était plus possible de franchir, quels que soient les mots prononcés. « Damien, ta mère m'a volé un bijou de famille inestimable pour moi. Elle m'a traitée de miséreuse. Elle a exulté devant moi, persuadée dans son arrogance que je ne pourrais jamais rien prouver. Et même aujourd'hui, alors que tout a été révélé au grand jour, tu ne penses qu'à elle et à son honneur. Mais à moi, y as-tu seulement pensé une seconde? Je pense à toi, je te le jure. Je t'aime, mais c'est ma mère, Irène. Et moi, je suis ta femme, déclara Irène, d'une voix basse mais inébranlable. J'étais ta femme. Damien devint livide, comprenant le sens de ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La porte du bureau s'ouvrit à cet instant, et le greffier annonça d'une voix forte. Affaire numéro 347. Madame Elisabeth Dubois. Partie civile, Madame Irène Dubois. Veuillez entrer. Irène lança un dernier regard lourd de sens à son mari.
Je veux dire que j'y vais pour donner mon témoignage, et qu'à toi de décider, une bonne fois pour toutes, de quel côté tu te trouves. Et elle pénétra dans la salle d'audience le dos droit, le laissant planté au milieu du couloir. La lourde porte en chêne se referma derrière elle avec un bruit sourd, la coupant de ce couloir où Damien se tenait toujours, comme pétrifié par la vérité de la situation. À l'intérieur de la salle, l'air sentait le vieux bois ciré et la poussière, une odeur très particulière qui, curieusement, avait toujours été associée dans son esprit à l'inéluctable et à la justice. La salle était petite, dotée de hauts plafonds ornés de moulures et de rangées de bancs en bois massif. À droite, derrière le banc réservé à la défense, était assise Élisabeth, le visage fermé. À ses côtés, son avocat, un jeune homme au visage tendu par la concentration, brassait nerveusement des documents dans un dossier. Quand Irène s'avança calmement vers sa place du côté des victimes, sa belle-mère leva la tête. Leurs regards se croisèrent dans le silence de la pièce. Dans les yeux d'Élisabeth, il n'y avait ni remords, ni peur des conséquences, mais seulement une haine sourde, incandescente et tenace. Irène détourna calmement les yeux, refusant d'entrer dans son jeu. Cette haine pathologique n'avait plus aucune emprise sur elle. « Levez-vous !» La cour, annonça l'huissier d'une voix solennelle. Tout le monde se mit debout dans un bruissement de vêtements. La juge entra, prit place sur son siège surélevé, et balaya la petite salle d'un regard sévère et scrutateur. « Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte concernant l'affaire contre Madame Élisabeth Dubois, formellement accusée du vol de biens appartenant à Madame Irène Dubois. » La juge ouvrit le gros dossier posé devant elle, ajustant ses lunettes. « Madame la partie civile, êtes-vous prête à donner votre témoignage ?» Irène se leva dignement, sentant son rythme cardiaque s'accélérer malgré elle. « Oui, Madame la juge. » Relatez à la cour, avec autant de précision que possible, les circonstances des faits. Irène prit une grande inspiration pour calmer ses nerfs. Elle avait répété ce moment à maintes reprises dans sa tête, mais à cet instant précis, sous les regards croisés de toute l'assistance, les mots lui restèrent une seconde en travers de la gorge, avant qu'elle ne retrouve sa voix. Le 23 novembre dernier, j'ai constaté la disparition de ma bague, dans la boîte à bijoux de ma chambre, commença-t-elle, et sa voix s'affermit au fil des mots. Il s'agit d'une bague en diamant antique, datant de la fin du XIXe siècle. C'est un bijou de famille précieux, dont j'avais hérité de ma grand-mère bien-aimée. Ce jour-là, j'étais au travail toute la journée, et mon mari Damien l'était également. Sur les images enregistrées par la caméra de l'interphone de l'immeuble, on a pu voir très clairement que seule Élisabeth, qui possédait un double des clés, était entrée dans l'appartement en notre absence. L'avocat d'Élisabeth se leva d'un bond pour l'interrompre. « Madame la juge, je m'insurge, la partie civile fait des suppositions totalement infondées. Elle n'a absolument pas vu ma cliente prendre la bague en question. » « Je n'ai pas terminé mon récit, » déclara calmement Irène, sans se laisser déstabiliser. La juge regarda l'avocat par-dessus ses lunettes, d'un air agacé. « N'interrompez pas la victime pendant sa déposition, maître. Poursuivez, madame. » Irène acquiesça poliment. « Quand j'ai remarqué ce vol, j'en ai tout de suite informé mon mari, le soir même. Il a refusé de me croire, défendant sa mère. Suite à cela, je me suis rendue chez le bijoutier professionnel, qui avait expertisé la bague pour ma grand-mère, il y a des années de cela. J'y ai récupéré une copie conforme du certificat d'authenticité, des photographies du bijou, ainsi qu'une description détaillée de la pierre et de la gravure cachée. J'ai ensuite porté plainte pour vol à la police. Avec ces preuves. 3 semaines plus tard, à ma grande stupeur, j'ai revu cette bague au doigt de Céline, la fille d'Élisabeth, lors de la fête de ses propres fiançailles. Élisabeth eut un sourire de mépris affiché, et marmonna. « Quel conte de fées touchant !» La remarque déplacée de l'accusé sera consignée au procès-verbal, déclara sèchement la juge en la foudroyant du regard. Encore une seule réflexion de ce genre dans ma salle, et je vous fais expulser sur le champ. La belle-mère pinça les lèvres avec amertume, et détourna la tête, ravalant sa fierté. Irène reprit son témoignage, plus forte que jamais.
Lors de ses fiançailles, Élisabeth est elle-même venue me voir, pour me dire avec mépris que la bague leur appartenait désormais, et que je ne pourrais jamais rien prouver contre elle. J'ai alors appelé l'inspecteur Moreau sur le champ. La juge examina attentivement les nombreuses pièces du dossier. L'affaire comportait un procès-verbal de saisie de la bague, et le rapport d'un expert indépendant, confirmant la stricte correspondance de la gravure et des caractéristiques de la pierre, avec les documents fournis par la victime. Il y avait aussi les dépositions écrites du vendeur d'antiquités, du bijoutier Simon Delacroix, et de Madame Lucette Garnier. À la mention du nom de Lucette Garnier par la juge, Élisabeth se crispa visiblement sur son banc. On fit entrer les témoins dans la salle un par un. Le bijoutier Delacroix fut le premier appelé à la barre. C'était un homme de petite taille, aux cheveux gris soignés, qui s'exprimait doucement, mais avec une grande assurance professionnelle. Il confirma sous serment que la bague était bel et bien passée par sa boutique, qu'elle y avait été apportée par Lucette Garnier, et que cette dernière assurait vendre un bijou de famille pour rendre service à une connaissance dans le besoin. Puis, ce fut au tour de Lucette Garnier de s'avancer. Elle était très pâle, extrêmement nerveuse, et tortillait sans cesse le bord de son foulard coloré entre ses doigts tremblants. C'est Élisabeth Dubois qui m'a demandé de vendre la bague à sa place, expliqua-t-elle à la barre, sans oser regarder l'accusé dans les yeux. Elle m'a dit qu'elle ne voulait surtout pas s'exposer personnellement, parce que l'objet avait beaucoup de valeur financière, et que cela risquait de faire jaser dans la famille si on la voyait la vendre. Je lui ai demandé d'où provenait ce magnifique bijou. Elle m'a répondu, avec aplomb, que c'était l'une de ses anciennes parures dont elle voulait se débarrasser. Tu mens, s'emporta Élisabeth, perdant son sang-froid. Je ne te connais même pas, espèce de menteuse. Lucette sursauta de peur, mais, contre toute attente, elle se redressa et la regarda en face. Vous me connaissez très bien, et vous le savez. Vous m'avez aussi précisé, en me donnant la bague, que votre belle-fille ne pourrait de toute façon rien prouver, car son mari refuserait catégoriquement de la croire. Le silence qui tomba sur la salle à cet instant fut si profond et si lourd, qu'on put entendre le moteur d'une voiture passer dans la rue, à travers les fenêtres closes. Irène ne regardait pas Élisabeth. Elle n'avait plus du tout besoin de voir son visage décomposé. Il lui suffisait d'entendre s'effondrer, brique par brique, le mensonge qu'elle avait si soigneusement échafaudé. Ensuite, la juge autorisa la diffusion audio de l'enregistrement, transmis aux enquêteurs par Hugo. La bande était très courte, mais les mots étaient accablants pour la défense. La voix de Céline, d'abord, agitée et pleine de rancœur. Puis, la voix d'Élisabeth, assurée, tranchante comme une lame, et chargée de mépris. La phrase affirmant, avec une arrogance folle, que Damien prendrait le parti de sa mère comme il le faisait toujours, résonna avec une clarté redoutable dans toute la pièce. Irène se tourna instinctivement vers la lourde porte en chêne. Damien se tenait debout, adossé contre le mur, tout au fond de la salle. On l'avait fait entrer un peu plus tôt comme témoin, et il avait écouté tout cela, en silence, terré dans l'ombre. Son visage était devenu aussi gris que la cendre. Lorsqu'il fut finalement appelé à la barre, il s'avança lentement, la tête rentrée dans les épaules, comme si chaque pas lui coûtait un effort physique immense. Monsieur Damien Dubois, énonça la juge d'un ton neutre. Avez-vous pris connaissance des sanctions pénales encourues pour faux témoignage sous serment? Oui, madame la juge. Racontez à cette cour ce que vous savez personnellement, concernant la disparition de cette bague. Damien déglutit difficilement. L'espace d'une seconde, il tourna la tête et regarda sa mère. Élisabeth le fixait avec une telle autorité maternelle, une certitude si habituelle, qu'elle semblait encore croire intimement, mon fils va tout arranger, comme il l'a toujours fait. Ma femme m'a prévenu de la disparition de sa bague le soir même du vol, commença Damien, la voix rauque. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit qu'elle avait probablement dû déplacer la bague elle-même et l'égarer. J'ai protégé ma mère aveuglément. Pourquoi avez-vous fait cela? Demanda la juge. Il baissa les yeux vers ses chaussures, rongées par la honte. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait depuis l'enfance. Parce que j'étais habituée à penser que maman ne pouvait jamais, au grand jamais, être coupable de quoi que ce soit.
Élisabeth se leva brusquement de son banc, le visage déformé par l'indignation. « Damien! Qu'est-ce que tu racontes? » « Asseyez-vous immédiatement, » ordonna la juge avec une sévérité implacable, frappant de son petit maillet. Mais Damien ne regardait déjà plus sa mère, son regard était perdu dans le vide. Ensuite, après la soirée de fiançailles, quand tout a été découvert publiquement, j'ai essayé de convaincre Irène de retirer sa plainte et de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. Je lui disais que nous étions une famille, et qu'il fallait se pardonner. Mais aujourd'hui, après avoir tout entendu, je comprends que c'était une grave erreur de ma part. La bague a bien été volée par ma mère. Irène a dit la vérité depuis le début, et moi, je l'ai trahi en refusant de l'écouter. Ces dernières paroles furent prononcées à voix très basse, mais elles contenaient bien plus de vérité, et de poids, que toutes ces lettres et tous ces appels réunis. Irène sentit une grosse boule se former dans sa gorge. Pas un espoir de réconciliation, non. Seulement de la profonde amertume. Il avait fini par dire les mots justes, et par voir la réalité, mais il les prononçait après que tout fut définitivement brisé entre eux. L'audience dura près de 3 heures interminables. L'avocat d'Élisabeth tenta par tous les moyens de présenter l'incident comme une simple querelle familiale, qui avait dégénéré. Il affirma que sa cliente n'avait pas l'intention de voler le bijou, qu'elle l'avait simplement emprunté pour l'admirer chez elle, puis qu'elle avait paniqué en voyant l'ampleur de la situation, et s'était emmêlée dans ses propres mensonges par peur. Mais absolument toutes les preuves l'accablaient, les documents d'expertise, les témoignages sous serment, l'enregistrement audio, la chaîne de vente clairement établie, et surtout, l'attitude désastreuse d'Élisabeth elle-même à l'audience. Elle ne demandait pas pardon, elle n'essayait même pas de s'expliquer ou de montrer des remords. Elle se contentait de dévisager Irène avec mépris, comme si la véritable coupable n'était pas elle, la voleuse, mais celle qui avait osé la traîner dans la lumière de la justice. Lorsque l'audience fut levée par la juge, qui annonça la date du jugement final, Irène sortit la première dans le grand couloir. Elle voulait partir vite, respirer l'air frais, mais Damien la rattrapa près des escaliers de marbre. « Irène !» Elle s'arrêta sur la marche, sans se retourner complètement. « Merci d'avoir dit la vérité à la barre. » Il eut un petit rire empli de douleur et de regret. « C'est un peu tard pour ça, non ?» Irène garda le silence, car il avait raison. « Je l'ai compris, là, dans la salle, » poursuivit-il d'une voix tremblante, quand j'ai entendu cet enregistrement, quand ma mère a dit, avec une telle assurance, que je serai toujours de son côté quoi qu'elle fasse. Tu comprends, elle n'en doutait pas une seule seconde. Elle savait que j'étais lâche. Elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Damien, je n'ai pas du tout envie d'en parler maintenant. Je suis épuisée. Je sais, mais je devais absolument te le dire, je ne te demanderai plus jamais de retirer ta plainte, je ne te demanderai plus de sauver ma mère des conséquences de ses actes. Elle doit répondre de ce qu'elle a fait devant la loi. Irène se retourna, et l'examina avec plus d'attention. Pour la première fois depuis bien longtemps, l'homme qui se tenait devant elle n'était plus le petit garçon craintif, cherchant le regard approbateur de sa mère, mais un adulte blessé, qui réalisait enfin les conséquences désastreuses de sa propre faiblesse. Mais cela ne changeait absolument rien à l'essentiel de leur situation. « C'est la bonne chose à faire, » dit-elle d'un ton neutre. « Mais malheureusement, ça ne sauve pas notre mariage. » Damien pâlit considérablement, bien qu'il semblât s'attendre à ces mots fatidiques. « Tu veux le divorce ? » ? « Oui, Damien. » Il ferma les yeux, accusant le coup. « Je l'ai amplement mérité. » Ce n'est pas une question de punition ou de vengeance, Damien. Je n'essaie pas de te punir. C'est juste que je ne peux plus partager ma vie avec un homme qui a besoin d'un procès pénal, et de preuves accablantes, pour commencer à croire la parole de sa propre femme. Il ne répondit rien à cela, conscient de l'évidence. Il hocha simplement la tête, résigné, et la laissa partir. Un mois plus tard, eut lieu l'audience principale pour le verdict. À ce moment-là, l'histoire scandaleuse avait déjà fait le tour de toute leur connaissance commune et de la famille élargie.
Élisabeth avait bien essayé de raconter à tout le monde qu'Irène avait détruit leur famille unie par pure rancune, mais plus personne ne la croyait aussi aveuglément qu'avant les révélations. Céline ne sortait presque plus de chez elle, morte de honte. Hugo avait officiellement rompu les fiançailles, et exigé par l'intermédiaire de son propre avocat le remboursement intégral de la fête annulée, ainsi que de la bague achetée. L'antiquaire, de son côté, lui avait remboursé la somme après vérification de la police, puis s'était retourné juridiquement contre ceux qui lui avaient vendu un objet déclaré volé. Au tribunal, Céline n'avait plus du tout l'air de la mariée capricieuse et arrogante dans sa robe de luxe, mais d'une jeune femme totalement épuisée, au regard éteint. Elle témoigna à son tour, et reconnut publiquement avoir eu de forts doutes sur l'origine douteuse de la bague avant les fiançailles, mais qu'elle s'était lâchement persuadée que sa mère finirait par tout arranger, comme à son habitude. Cet aveu inattendu porta le coup de grâce à la défense d'Élisabeth. Le jugement définitif fut rendu un vendredi matin. La salle d'audience était presque vide pour l'occasion. Il n'y avait que quelques membres proches de la famille, l'avocat, le greffier, Damien debout au fond près du mur, et Irène, vêtue d'un tailleur sombre et strict, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle ne tremblait plus du tout. Tout ce qui aurait pu la briser, mentalement ou émotionnellement, s'était déjà produit. Il ne restait plus qu'à entendre la conclusion légale de cette sordide histoire. La juge fit la lecture détaillée du verdict d'une voix monocorde, calme, dénuée de toute émotion. Élisabeth Dubois fut reconnue coupable de vol intentionnel et de recel. Compte tenu de son âge avancé, de l'absence totale d'antécédents judiciaires, de la restitution de la bague à sa propriétaire légitime sans dommage, et de sa reconnaissance finale et partielle des faits, le tribunal la condamna à une peine de prison avec sursis. Il fit également droit en grande partie aux demandes civiles d'Irène, exigeant le remboursement complet des frais d'expertise et de représentation légale, ainsi que d'importants dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Pour certains observateurs extérieurs, cette sanction pénale pouvait paraître bien légère. Mais Irène savait une chose fondamentale: pour Élisabeth, le véritable jugement ne se limitait pas à un bout de papier tamponné par la justice. La vraie condamnation, la plus sévère, avait été prononcée à la seconde même où la juge, à voix haute devant l'assistance, l'avait qualifiée de voleuse. Elle n'était plus cette femme respectable de la haute société locale, ce chef de famille incontesté, ni même cette mère dévouée qui avait simplement commis une erreur de jugement. Elle était devenue, aux yeux de tous, un individu sans scrupules qui avait sciemment dérobé la relique d'une famille, qui l'avait vendue pour le profit, et qui avait délibérément tenté d'humilier sa propriétaire légitime. Élisabeth resta figée, immobile à sa place. Son visage était de pierre, ses lèvres pincées en un trait fin et cruel. Elle faisait de son mieux, malgré l'humiliation, pour garder son port de tête altier, cette attitude hautaine avec laquelle elle avait, autrefois, fait son entrée dans les maisons, les fêtes, et la vie des autres, comme si le monde entier lui devait allégeance et respect. Mais aujourd'hui, plus personne dans cette salle ne la regardait avec admiration ou crainte. Céline était assise au dernier rang, la tête lourdement baissée, cachant son visage. Depuis ses aveux dévastateurs lors de l'audience précédente, ses relations avec sa mère s'étaient définitivement rompues. Élisabeth considérait sa propre fille comme une traîtresse à la famille, alors que c'était elle-même qui l'avait entraînée, par vanité, dans cette affaire sordide. Pour la première fois de sa vie de jeune femme gâtée, Céline se retrouvait totalement seule, sans son bouclier maternel habituel, sans fiancé riche, sans projet grandiose de mariage, et surtout, privée de cette image brillante de perfection qui faisait tant sa fierté. Irène ne jubilait pas de cette déchéance. Elle se contentait de les observer de loin, avec une seule certitude apaisante à l'esprit: chaque mensonge possède une date de péremption. Et pour celui-ci, habilement tissé pendant des semaines, le délai était définitivement écoulé. Après la levée de l'audience, tout le monde sortit dans le long couloir du palais de justice. L'air y empestait les vêtements humides, le mauvais café de la machine du coin, et la vieille peinture écaillée sur les murs. Des gens ordinaires passaient à côté d'eux, ignorant totalement qu'à quelques mètres de là, dans cette petite salle de tribunal, venait de s'achever une histoire dramatique qui avait brisé une famille entière, et sauvé la liberté d'une femme. Élisabeth s'arrêta près d'une grande fenêtre donnant sur la rue.
Son avocat lui parlait rapidement, lui expliquant les modalités complexes de paiement et ses futures obligations judiciaires, mais elle l'écoutait à peine. Son regard brûlant restait rivé sur Irène, qui marchait vers la sortie. « Tu es satisfaite de toi ?» finit-elle par lui demander, la voix rauque. Sa voix n'était plus du tout la même. La méchanceté y résidait toujours en toile de fond, mais l'autorité naturelle s'était évaporée. Autrefois, Elisabeth était capable de forcer les gens à se justifier et à s'excuser, d'un seul mot bien placé. À présent, ses paroles sonnaient totalement creux, dépourvues de tout pouvoir. Irène s'arrêta, et la regarda d'un air placide, presque détaché. Non. Sa belle-mère eut un petit rire sarcastique, dénué de joie. Évidemment, ce n'est pas assez pour toi, j'imagine. Tu voulais me détruire complètement ? Non, Elisabeth. Je voulais seulement récupérer ma bague, qui m'appartient, et faire éclater la vérité au grand jour. C'est vous-même qui vous êtes détruite, par vos propres actions. Tu as ruiné ma famille, siffla la femme plus âgée, les poings serrés. Irène secoua doucement la tête, refusant d'endosser cette culpabilité. Celui qui dit la vérité ne détruit pas une famille. La famille est détruite par celui qui vole, qui ment éhontément, et qui considère les autres comme des citoyens de seconde zone, indignes de respect. Pendant un bref instant, Elisabeth sembla vouloir repartir à l'attaque, chercher dans son esprit une réplique venimeuse pour frapper là où ça faisait mal, pour qualifier Irène d'ingrate, de miséreuse de province, de briseuse de ménage calculatrice. Mais les mots lui manquèrent pitoyablement. Tout ce qu'elle aurait pu dire de méchant avait déjà été balayé par les preuves du procès, et s'était retourné contre elle, la laissant désarmée. Céline se leva de son banc un peu plus loin, et s'approcha timidement. Elle semblait complètement différente du jour de ses fastueuses fiançailles, plus de robe étincelante de créateur, plus de sourire confiant et supérieur, et surtout, plus de bagues volées exhibées à son doigt. Irène avait devant elle une jeune femme apeurée, vêtue simplement, qui venait de réaliser, pour la première fois de son existence protégée, le prix exorbitant de ses propres caprices. « Irène, dit-elle d'une voix très douce et hésitante, je sais qu'il est trop tard pour ça, mais je dois te le dire, je suis vraiment coupable. Je savais pertinemment qu'il y avait un problème avec cette bague. Maman disait que, de toute façon, tu ne pourrais rien prouver contre nous. Et moi, j'ai gardé lâchement le silence, parce que je voulais de belles fiançailles luxueuses. Je voulais que toutes mes amies soient jalouses de moi. » Irène la regarda longuement, sans animosité. Autrefois, ces paroles auraient peut-être ravivé sa douleur et sa colère. Aujourd'hui, elle ne faisait que confirmer, de la bouche même de sa rivale, ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur. Tu n'as pas gardé le silence par peur d'elle, Céline. Tu t'es tue, parce que ça t'arrangeait bien d'avoir un beau diamant. Céline baissa les yeux vers le sol carrelé, honteuse. Oui. C'est vrai. Ce bref aveu de culpabilité résonna avec bien plus de sincérité et de maturité que toutes ses crises d'hystérie précédentes réunies. Damien s'était tenu en retrait, contre le mur, tout au long de cet échange tendu. Lorsque Céline redescendit les escaliers sans un mot de plus, il s'approcha de sa femme. « Irène. » Elle se retourna vers lui. Damien semblait avoir vieilli, pas seulement physiquement par les traits tirés, mais intérieurement. Son visage avait perdu cette douce assurance insouciante, celle de l'homme adulte persuadé que sa mère résoudrait toujours tout à sa place. Il se retrouvait désormais seul, face aux conséquences irréversibles de sa propre lâcheté d'homme. « J'ai signé les papiers, déclara-t-il, en lui tendant une grande chemise cartonnée, pour le divorce. Sans la moindre contestation, sans partage mesquin de tes affaires, sans chercher à gagner du temps avec les avocats. » Irène prit le dossier, sentant le poids du papier dans ses mains. « Merci. C'est mieux ainsi. L'appartement est toujours à nos deux noms, mais je ne réclamerai pas ta part, tu peux le garder ou le vendre. On réglera ça par nos avocats respectifs. Je ne veux plus faire de ta vie un champ de bataille perpétuel. » Elle l'observa avec une attention nouvelle. Il n'y avait plus de panique dans sa voix, plus aucune supplication pathétique, ni pression psychologique, ni tentative désespérée de l'apitoyer sur son sort.
Seulement de l'épuisement, de la fatigue, et une compréhension bien trop tardive de ses erreurs. J'ai commencé à consulter un psychologue toutes les semaines, ajouta-t-il doucement. Je ne te dis pas ça pour te récupérer ou te faire changer d'avis. J'ai simplement réalisé que si je n'apprenais pas à penser par moi-même, je resterais toujours ce petit garçon effrayé, qui craint la colère de maman, bêtement caché dans un corps d'adulte. C'est une bonne décision pour ton avenir. Je t'aimais vraiment, Irène. De tout mon cœur. Elle marqua une longue pause, pesant ses mots. C'est possible, Damien. Mais un amour sans respect, et sans confiance aveugle, se transforme très vite en douleur. Damien ferma les yeux, acceptant la sentence, puis murmura doucement. Pardonne-moi. Pas pour que tu reviennes vers moi. Mais pardonne-moi de ne pas avoir été le mari, solide et protecteur, que j'aurais dû être pour toi. Irène ne répondit pas tout de suite. Elle regardait le dossier de divorce dans ses mains, les murs gris et froids du tribunal, et cet homme qu'elle avait aimé, un jour, avec tant de force qu'elle était prête à supporter bien des injustices. Mais aujourd'hui, elle avait appris une leçon essentielle et douloureuse, la patience aveugle ne doit jamais être la preuve de l'amour. Ils se quittèrent ce jour-là sans crier, sans un dernier scandale dramatique, sans grande déclaration d'adieu larmoyante. C'étaient simplement deux personnes adultes qui avaient enfin compris que l'amour pur ne suffit pas pour bâtir une vie, s'il n'est pas soutenu par la confiance absolue. Le divorce fut officiellement prononcé 2 mois plus tard. Les toutes premières semaines dans son nouvel appartement, Irène se réveillait souvent au beau milieu de la nuit, à cause du silence pesant. Il lui semblait étrange que personne ne claque la porte en rentrant, que sa belle-mère n'appelle pas pour critiquer quelque chose. Elle n'avait plus besoin de se préparer mentalement, à l'avance, à subir le mécontentement de quelqu'un d'autre. Elle était libre. Au printemps suivant, alors que la nature reprenait ses droits, Irène se rendit au cimetière, sur la tombe de sa grand-mère. C'était une belle journée calme et douce, sous un ciel bleu limpide, imprégné de l'odeur réconfortante de la terre humide après la pluie. Elle avait acheté un gros bouquet de chrysanthèmes blancs, ceux-là même que sa grand-mère préférait largement aux roses classiques. Elle resta longuement debout devant la pierre tombale, ne sachant pas vraiment par où commencer son récit. Puis, elle s'assit sur le petit banc de pierre d'à côté, sortit l'écrin de son sac, et l'ouvrit délicatement. La bague étincela doucement, sous les rayons chaleureux du soleil printanier. « Je l'ai récupérée, grand-mère, dit doucement Irène dans le silence du cimetière. Et en prononçant ces mots, elle eut le sentiment profond de s'être récupérée, elle-même. Le vent léger faisait bruisser les feuilles vertes du vieux bouleau planté tout près. Au loin, on entendait le chant joyeux des oiseaux. Tout était simple, profondément paisible, et d'une pure sincérité. Tu m'as dit, ce jour-là sur ton lit d'hôpital, que c'était la seule chose qui nous restait de notre passé, continua Irène, comme si elle s'adressait à une amie. Mais je réalise aujourd'hui que tu ne m'as pas seulement légué un beau bijou ancien. Tu m'as transmis notre mémoire, notre fierté, et notre dignité. Et sans doute aussi la force de ne jamais me taire, de me battre, quand on essaie de m'effacer ou de m'humilier. Elle passa le bout de son doigt fin sur l'intérieur de l'anneau en or, là où se trouvait la gravure presque invisible à l'œil nu. De minuscules lettres gravées, une date très ancienne, un fil invisible et indestructible reliant les femmes fortes de sa famille. Son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère. Et aujourd'hui, elle, Irène, l'héritière de cette lignée. Une année entière s'écoula. Durant cette période de reconstruction, sa vie ne s'était pas miraculeusement transformée en conte de fées, mais elle était devenue profondément authentique. Irène avait obtenu une belle promotion au travail. On l'avait nommée, à l'unanimité, chef de son service. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit une immense fierté. Non pas parce qu'elle avait prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce qu'elle avait réussi ce défi par elle-même, grâce à ses compétences. Elle s'était acheté une voiture d'occasion, mais très fiable pour rouler. Le week-end, elle commença à faire des escapades à la campagne ou à la mer, parfois seule pour se ressourcer, parfois avec un petit groupe d'amis proches. Au début, cette nouvelle solitude l'effrayait un peu le soir. Puis, elle comprit très vite qu'être seule,
c'était toujours plus honnête et reposant que de vivre prisonnière dans une famille toxique. La solitude choisie n'humilie pas, elle ne ment pas au quotidien, elle n'oblige pas à mendier des miettes d'amour, là où on l'a tristement remplacée par de l'habitude et de la convenance. Damien lui écrivait rarement. Il lui envoya quelques messages courts pour les fêtes de fin d'année, et l'informa une fois qu'il ne parlait presque plus à sa mère depuis le procès. Plus tard, il lui écrivit qu'il avait déménagé dans un autre quartier de la ville, et qu'il poursuivait assidûment sa thérapie psychologique pour s'en sortir. Irène lui répondait toujours brièvement, avec un calme poli, sans la moindre once de colère ou de nostalgie. Il n'y avait plus de mariage entre eux, la page était tournée, mais il n'y avait plus de guerre non plus. Elisabeth, de son côté, avait bien tenté de retrouver son statut social d'antan. Au début des rumeurs, elle racontait à ses connaissances crédules qu'elle avait été la malheureuse victime d'une belle-fille ingrate et machiavélique. Ensuite, lorsque le jugement fut rendu public, elle s'était plainte de l'injustice flagrante du tribunal à son égard. Puis, face au regard fuyant, elle s'était définitivement tue. Ses vieilles amies bourgeoises l'invitaient de moins en moins à leur dîner, prétextant des emplois du temps chargés. Ses proches avaient cessé de lui demander conseil pour tout et rien, fuyant son influence. Et dans les conversations de salon, de plus en plus souvent, un silence très gêné s'installait brutalement, dès que quelqu'un osait prononcer, même par hasard, les mots « bijoux »,« fiançailles » ou « honnêteté ». Le pire châtiment pour elle n'avait pas été la décision de justice, ni l'amende. Le pire châtiment pour une femme d'apparence comme Elisabeth, c'est que plus personne, absolument personne, ne la croyait sur parole. Céline avait également changé de vie, bien que le processus d'acceptation ait été lent et laborieux pour elle. Un jour d'automne, elle envoya un long message inattendu à Irène. « J'ai trouvé un travail, en tant que simple réceptionniste dans un hôtel. Au tout début, quand j'ai commencé, je pensais que c'était terriblement humiliant pour moi. Maintenant, je me rends compte, jour après jour, que ce qui était vraiment humiliant, c'était de vivre en croyant naïvement que le monde entier me devait quelque chose parce que j'étais jolie. Je ne te demande pas de m'oublier ou de me pardonner, je veux juste que tu saches, sincèrement, que j'ai honte de ce que j'ai fait. » Irène observa longuement ce message sur son écran. Elle n'y trouva aucune joie malsaine, aucune envie de répondre avec cynisme pour l'enfoncer davantage. Seulement un profond apaisement intérieur. Elle écrivit en retour, avec bienveillance, « La honte n'a de sens profond que si elle permet à une personne d'évoluer et de changer. J'espère sincèrement que tu y parviendras. » Après cela, Céline ne lui écrivit plus jamais, respectant sa distance. Le jour exact de l'anniversaire de cette fameuse soirée, Irène se retrouva, par le plus grand des hasards, coincée dans les embouteillages tout près du grand restaurant L'Impérial. Elle rentrait du travail, une fine brune tombait dehors, et le GPS l'avait conduite dans cette rue très familière pour éviter un accident. L'espace d'un instant, à travers ses essuie-glaces, elle aperçut les grandes portes d'entrée, l'enseigne lumineuse chic, les marches en marbre. Auparavant, la simple vue de cet endroit, ou même son évocation, lui serrait violemment le cœur d'angoisse. Plus maintenant. Elle s'arrêta au feu rouge, et contempla la façade du restaurant avec une sérénité totale, presque avec de l'indifférence. Derrière les grandes vitres, les luxueux lustres brillaient à nouveau de mille feux. Quelqu'un y fêtait sans doute un mariage ou un anniversaire, des invités riaient à gorge déployée en levant leurs verres. Les serveurs en uniforme noir zigzaguaient adroitement entre les tables dressées. La vie suivait simplement son cours, indifférente au drame passé. Irène baissa les yeux vers sa propre main, posée sur le volant. La bague ancienne était à sa place, exactement là où elle devait être. Le gros diamant reflétait doucement les lumières colorées de la ville et des phares. Le feu passa au vert. Irène appuya fermement sur l'accélérateur, et poursuivit sa route vers l'avant. De retour chez elle, dans son cocon, elle se prépara un thé fumant, ouvrit grand la fenêtre de la cuisine, et laissa entrer l'air frais et humide du soir dans la pièce. Son appartement était délicieusement silencieux. Sur la table du salon, s'empilaient des dossiers professionnels témoignant de sa réussite, et dans un grand vase en verre, s'épanouissaient de belles tulipes fraîches. Sur le rebord de la fenêtre, un jeune ficus vigoureux s'étirait doucement vers la lumière des lampadaires.
Une soirée tout à fait ordinaire, une vie ordinaire. Mais c'était précisément dans cette simplicité assumée que résidait son bonheur. Elle s'approcha du grand miroir accroché dans le couloir de l'entrée. Le reflet qu'elle y vit n'était plus du tout celui de cette jeune femme soumise, que l'on traitait jadis de miséreuse, de cette femme que l'on essayait constamment de remettre à sa place pour la rabaisser. Elle voyait une femme mûre, qui avait bravé la trahison de l'homme qu'elle aimait, affronté les tribunaux, traversé l'épreuve du divorce et de la solitude, et qui n'en était pas ressortie aigrie ou brisée, mais plus forte. Irène leva la main à hauteur de son visage. La bague étincela doucement dans la pénombre, sans la moindre once de défi, rayonnante de son éclat centenaire. À présent, chaque chose est à sa juste place, dit-elle à voix basse, dans le silence réconfortant de l'appartement. Et pour la toute première fois de sa vie, ces quelques mots de conclusion ne s'appliquaient pas seulement à la magnifique bague qu'elle portait. Ils s'appliquaient, avant tout, à elle-même.